Alors avant, quand je suis rentré à la NPE, j'avais un bureau. C'est vraiment formidable, j'avais un bureau pour moi tout seul. Je pouvais même le décorer, bon voilà. Et puis petit à petit, on a évolué, il faut devenir moderne. Alors on a commencé par créer des box, et puis être sédentaire, c'est quand même rétrograde. Alors on a décidé qu'un agent ne pouvait pas rester une demi-journée au même endroit. Donc dans une même agence, eh ben, il fallait se déplacer. Alors le matin on était au box A, et puis l'après-midi il fallait obligatoirement aller au box D. Bon. Et puis après, ils se sont dit, oh, bah, ça c'est encore trop simple, on va compliquer un peu le système, hein. Et puis on va les envoyer un peu partout, parce que quand même, il faut qu'ils se gardent leur agilité, ces braves conseillers Pôle emploi, hein. Donc on va les envoyer un peu en pigeon voyageur. Donc maintenant, eh bien, les agents peuvent faire dans la semaine 4 ou 5 agences différentes, et puis tout va bien, quoi. Donc c'est vraiment le nomadisme complet, quoi. Et alors, eh bien tout ça, malheureusement, ça engendre du stress. Et ce qu'on constate, c'est que les agents de Pôle emploi sont de plus en plus stressés. Alors il y a un grand scientifique qui nous a parlé un peu du stress, qui a donc écrit des ouvrages sur le stress, qui s'appelle Henri Laborie. Et alors il a dit qu'il y avait 3 manières de gérer le stress pour un être humain. Il y a le combat. Donc le combat, par exemple, c'est ce qu'on a vu avec les chaises musicales le matin. Eh bien les gens arrivent et puis on joue un morceau de musique, malheureusement tout le monde ne peut pas s'asseoir. Donc celui qui se trouve debout, eh bien, il est éjecté. Au revoir. La deuxième possibilité pour gérer le stress, c'est la fuite. Alors la fuite, il y a des personnes qui vont par exemple travailler à temps partiel, prendre un congé de formation ou un congé sans solde, pour essayer de s'en sortir et prendre un peu de recul par rapport à la pression qu'on a. Et puis la troisième solution, qui est malheureusement une solution qui se termine parfois mal, c'est l'inhibition de l'action. Alors l'inhibition de l'action, ça veut dire qu'on somatise, et donc malheureusement, ça va se terminer par un cancer, une dépression, ou des arrêts maladie à répétition. Voilà. Trop. Je vais leur envoyer une lettre pour les rassurer. Car c'est un projet d'entreprise. Notre engagement pour l'emploi, nos missions, nos valeurs, nos actions. À chacun, je vais leur envoyer cette lettre et ensuite ce petit livret. Il faut donner des repères. Depuis la loi du 13 février 2008, nous construisons ensemble Pôle emploi avec force et détermination. Grâce à votre mobilisation, au talent et au professionnalisme de tous. Notre histoire est celle de la rencontre d'hommes et de femmes forts de leur culture et valeurs, faisant émerger une nouvelle identité, celle de Pôle emploi. D'autres défis se poursuivent pour notre entreprise, améliorer nos organisations et développer la coopération avec nos partenaires afin d'accroître notre capacité de réponse aux besoins des employeurs et actifs. Tel est le sens de notre projet d'entreprise. Il est le fruit d'échanges initiés avec l'ensemble des managers de Pôle emploi ces derniers mois. Il continuera à s'enrichir par les apports de chacun. Il s'articule autour de nos missions et valeurs et d'objectifs prioritaires, donnant une vision globale à nos actions. J'ai confié à vos managers le soin de porter auprès de vous ce projet d'entreprise. Vous
vous le recevrez sous la forme d'un livret individuel par courrier dans les prochains jours. Il appartient dorénavant à chacun d'entre nous de veiller à la cohérence de nos projets et pratiques professionnelles avec les valeurs et objectifs, évidemment, qui sont ceux de Pôle emploi. Les politiques managériales, de ressources humaines, de formation, de communication s'inscriront dans cette dynamique. C'est notre engagement pour l'emploi. Cher Christian, tes fidèles collaborateurs n'attendaient que cela. Depuis longtemps, nous errions dans la tempête, affrontant les coups de tabac et bravant les 40e rugissants. Nous voguions depuis des lustres en pleine obscurité, quand toi, surgis de nulle part, tu as redressé la barre de notre navire en perdition, et tu as fermement pris un nouveau cap, celui de l'espérance. Nous faisons surgir brusquement des ténèbres, en nous guidant avec résolution vers la lumière de notre destination. Grâce à ta sagacité, grand timonier, nous avons enfin un port d'attache. Nous pourrons nous y ancrer dans nos nouvelles certitudes en perpétuant les valeurs qui guident nos actions, dans la simplicité, l'équité et l'efficacité. Tous les matins, les fidèles de tes fidèles scanderont les magnifiques maximes contenues dans ton petit livre. Et nous travaillerons ensemble à la construction d'une identité commune en partageant nos grands principes, soutenus par une fierté d'appartenance nulle part égalée et une ambition sans bord. Grâce à toi, guide suprême, notre splendide vaisseau amiral est poussé par un vent nouveau. Signé l'équipage du Titanic. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Dominique Chadon. Regarde la crise économique. Il y a une crise où on a peur et nous balance un truc comme le moral ne faiblit pas. Petite hausse du moral en octobre. Indicateur synthétique de confiance des ménages. Ils vont contre les indicateurs, ces gens-là, ils sont courageux comme les Français. Ben, c'est incroyable. Malgré la crise financière et économique, les Français ne cèdent pas encore à la sinistrose. Pourtant, on le répète. Tu vois, ils tiennent le coup, enfin, d'après le journal. Le moral des ménages, ah, c'est capital. Le moral des ménages, nous, on peut crever, mais le moral des ménages, c'est essentiel. A ainsi repris 2 points en octobre, après un gros coup de déprime en septembre, a indiqué hier l'indicateur, a indiqué hier l'INSEE. Tu connais l'INSEE? Ah ouais, ceux qui font la statistique. Ça veut dire quoi? Institut national de la statistique économique, je sais plus quoi. Ah, économique et je sais plus quoi. Bonne nouvelle au fond, tous les indicateurs de confiance des ménages sont en hausse. C'est super, il y a de quoi être vachement bien dans sa peau. Que ce soit sur le chômage, évidemment, l'épargne ou les prix. Un optimisme qui contraste toutefois, il y a un problème, avec les indices très inquiétants publiés ces derniers jours sur fond de crise des dettes souveraines et de la zone euro. Mais ça c'est important, il y a le moral des ménages, bon ça aussi, il y en a qui ne trouvent pas ceci ou cela, mais le moral des industriels français, c'est ainsi légèrement dégradé en octobre. Putain, ceux qui nous mettent dedans, les industriels. Les pauvres, voilà. ça y s'est légèrement dégradé. Bon. Quand même, tout ça.
C'est affreux, chômage. D'où ça vient le D'où chômage? ça vient, ça? Bon, le chômage, c'est pas très vieux finalement. Ah bon? Ouais, ouais. Faut pas croire que ça date depuis des millénaires. En fait, c'est arrivé avec la société industrielle. Ah, Avant, les paysans, tout ça, il n'y avait pas de contrat de travail. Alors, tant qu'il n'y avait pas de contrat de travail, pas de salariat, pas de chômeurs. C'était pratique. Et puis bon, après, il y a eu l'industrialisation, tout ça. On a commencé à institutionnaliser le rapport entre le salarié, enfin, l'arbin et son patron. Et puis, le salarié ou le larbin? c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Et puis, bon, bah là, on a créé le contrat de travail. Et puis, tous ceux qui n'en avaient pas, on les appelait chômeurs. C'est arrivé comme ça. Ouais, mais Clément, pourquoi il y en a du chômage? Pourquoi il y a du chômage? Ah, c'est un peu long. Mais disons qu'il y a 3 grandes théories qui s'affrontent sur cette question-là. 3. Ouais. Donc la première, c'est les libéraux. Donc les libéraux, je ne sais pas si vous connaissez, donc eux, c'est les hommes préhistoriques de l'économie. C'est les premiers. C'est les premiers. Tu as un nom, par exemple? Ah, Adam Smith. Adam Smith. Voilà, avec sa main invisible. C'est lui la main visible. Ouais. Donc voilà, donc les libéraux, eux, ils ont une théorie très simple. Le travail, c'est un marché. C'est un marché comme les autres. Donc en fait, bon voilà, on va vous faire un schéma. Bon, c'est un peu dur parce que là, il n'y a pas de tableau, mais voilà. Donc en bas, on va dire que ça, c'est le prix. Donc là, c'est le bas prix, et là, c'est le prix très cher du travail. Ça, c'est le prix du travail. Et puis en haut, c'est la quantité. Et puis, dans cette abscisse et cette ordonnée, on va placer deux courbes. Celle des salariés et celle des employeurs. Donc les salariés, eux, quand c'est pas bien payé, c'est-à-dire là, à ma gauche, et bah ils sont pas très chauds pour bosser. Donc leur courbe, elle est plutôt comme ça. Parce que quand il y a de l'argent, quand ils sont payés, là ils réclament du travail. Donc leur courbe, c'est ça. Puis celle des employeurs, c'est dans l'autre sens. Ça va être compliqué, on va changer. Parce que eux, bon bah, eux ils sont prêts à payer. Quand c'est pas cher, ils sont prêts. Quand c'est pas cher, par là, voilà. Eux, ils sont prêts à proposer beaucoup de travail. Ça, pas de problème, du travail, ils en ont sans souci, tant que c'est pas cher. Donc eux, ils proposent beaucoup de travail. Et donc en fait, le point d'équilibre, le point où il n'y aurait pas de chômage, c'est le X là où ça se trouve. Ce serait ça le point d'équilibre, le salaire idéal. En fait, à gauche, ce serait du suremploi et à droite, ce serait du chômage. C'est-à-dire, si les salaires sont supérieurs à ce prix X, il y a du chômage. S'ils sont inférieurs, il y a suremploi. Mais alors, Clément, si je comprends bien ce que tu dis, c'est parce qu'on est trop payé qu'il y a du chômage? Ah, ça c'est les libéraux, hein. C'est tout simpliste. Alors après, il y a un gang de barbus, alors eux ils ont eu des théories innovantes, on va dire. Fidel Castro, non? Ah ouais, c'est vrai qu'il s'est un peu inspiré aussi. Mais... Ah, tu veux dire avant? Ouais, donc voilà, donc ces barbus-là, c'est les marxistes. Donc eux, en fait, ce qu'ils vont dire, c'est que le chômage, ça arrange bien le patron, finalement. Le chômage, les chômeurs, c'est l'armée de réserve du capital. Parce que tant qu'il y a du chômage, bah, eux, ils peuvent mettre à la porte comme ils veulent les employés, puis leur dire « T'es pas content du salaire? Dehors !» Et donc, en fait, eux, ils utilisent le chômage comme moyen de pression. Et donc, le seul moyen d'éviter qu'il y ait du chômage, c'est que les gens, les travailleurs, les chômeurs, ils se battent pour leurs droits. Et notamment pour le contrat de travail. Et qui se battent contre le capital, qu'ils arrachent au patron, qui prennent dans sa plus-value, qui prennent dans la caisse du temps. Donc voilà, ça c'est les marxistes. Bon, le problème en fait, c'est qu'il y a des mecs qui vont lire Marx, les premiers à lire, bon bah ils ont lu vite fait, hein, c'était un peu compliqué, c'était en allemand et tout, c'est un peu dur. Et en fait les premiers à utiliser Marx comme ça, là, d'un bloc, c'est en Russie. Alors ils n'utilisent pas la bonne période, ils le font en plein hiver, tout ça, ils collent tous les patrons au mur, ils les butent. Et après, il n'y a plus personne pour leur donner du travail, donc là ils sont un peu dans la merde. Donc ça en fait, ça c'est ce qui se passe C'est une solution commune. Ouais, c'est une solution commune. En tout cas, ils sont dans la merde et du coup, après, les gens, ils hésitent à les suivre, quoi. L'Europe n'est pas tout à fait convaincue par la démonstration. Et donc, en fait, quand la crise du capitalisme va survenir en 1929, les deux théories vont être contredites. À la fois les libéraux qui disent, bon, bah, pour rétablir l'emploi, pour qu'il n'y ait plus de chômage, il
faut baisser les salaires, parce qu'on aura beau... Enfin, ouais, en 1929, ils ont commencé à baisser les salaires, baisser les salaires, baisser les salaires. Et puis à la sortie, bah, plus de salaire et plein de chômeurs. Donc ça, c'était un gros problème. Donc les libéraux discrédités, puis les marxistes, bon bah... Heureusement qu'il y a la troisième théorie, c'est ça. Voilà, c'est ça, la troisième théorie. Donc elle va être impliquée un peu d'instinct, un peu instinctivement au départ. En Europe, on va dire c'est plutôt... Allez, on va dire pour faire simple, c'est des binoclars. Des binoclars. Léon Blum, il a commencé, il a essayé, il s'est dit, ça, on va s'y prendre autrement, là ça marche pas. Donc lui, d'instinct, il va trouver un truc. Et bon, en Angleterre, il y a un mec qui va théoriser tout ça, il s'appelle Keynes. Donc, Keynes. En anglais. Oui, Ouais. alors justement, Keynes, qu'est-ce qu'il dit Keynes? Que dit Keynes? Keynes, lui, il dit que le travail, en fait, c'est pas un marché indépendant. On ne peut pas le considérer comme un bien comme un autre. Le travail, il est déterminé pas par le prix, pas par le salaire, pas par les conditions de travail, tout ça, il est déterminé par la consommation. Ah, la consommation. Les entrepreneurs, eux, ils font leur tableau d'emploi en se disant, bon, bah, qu'est-ce que les gens ils vont consommer dans le mois? Et puis, bon, bah, s'ils consomment beaucoup, on va employer beaucoup de monde pour pouvoir produire. Et si ça consomme pas beaucoup, bah, ils vont arrêter de produire. Donc, ils vont mettre des gens à la porte. Ouais. Donc, lui, il va dire, voilà, tout est lié à la demande. Donc, ils vont relancer par la consommation. Et comment ils vont faire? En fait, ils vont taper les plus riches. Ils vont prendre dans le porte-monnaie de l'argent qui dort. Ils vont prendre dans les coffres forts, tout ça. Ils vont faire l'impôt progressif. Ils vont créer un début d'État social. Ils vont commencer à nationaliser certains secteurs. Et puis, toute cette manne qui est accaparée par l'État, elle est redistribuée, on va dire, aux plus pauvres. Parce qu'il faut bien le dire, ceux qui consomment le plus, parce qu'à chaque centime qu'ils gagnent, bah, ils le mangent. Alors que le riche, bon, bah, une fois qu'il a payé son loyer, enfin même pas d'ailleurs loyer, qu'est-ce que je dis? Une fois qu'il a payé sa baraque, sa deuxième baraque, sa troisième baraque, bon, il y a un moment donné, son argent, il commence à dormir. Alors bon, il l'envoie faire fructifier ailleurs, mais bon, en attendant, cet argent, il a beau s'accumuler, il sert à rien. Alors que les pauvres, c'est pratique, tu leur donnes 1 euro, ils mangent 1 euro. Voilà. Tu crois pas que les riches aussi consomment? Un peu, mais un peu moins. En proportion de leurs revenus, ils vont consommer moins. Et pourquoi est-ce qu'on n'en est pas resté là? Alors en fait, oui, voilà. Ça, c'est la réponse des démocraties, on va dire. Parce que le problème de l'entre-deux-guerres, c'est que c'est une période de crise. Et donc, dans toutes les crises, il y a aussi des croque-mitaines. Et donc, bah, il y a des mecs, il y a un mec en Allemagne, un autre en Italie. Ouais, voilà. Et l'autre en Italie, crâne chauve, là. Ah ouais. Donc, ces deux-là, eux, ils ont une théorie beaucoup plus simple. Alors, eux, ils se basent uniquement sur le chômeur. Ils ont construit un discours pour les chômeurs. Bon, vous avez les mains vides, vous êtes inoccupés. Bon, d'abord, ça vous laisse le temps de réfléchir. C'est pas bon, ça, de réfléchir. Et bon, bah, nous, on va vous occuper un peu. Donc, ils leur ont filé un fusil, un uniforme, et ils les ont mis tous en rang, si possible avec des crampes au bras droit. Et puis, allons-y, les gars, là, faut attaquer l'Europe. Vous pillez tout ça, vous mettez à sac. Éventuellement, vous butez ceux qui ne vous plaisent pas. Et puis, bon, Tout le monde à l'armée, alors, voilà. en quelque sorte. Et donc la solution des démocraties, elle, ça a été plutôt de prendre l'argent riche et de le répartir pour pouvoir relancer la consommation et lancer le développement économique. Soit par une demande publique, soit par le prélèvement social et la redistribution. Et c'est la solution qui va prévaloir après-guerre, entre 45 et 70. Oui, alors aujourd'hui, si on prend l'exemple du RSA, on va obliger les bénéficiaires du RSA à travailler gratuitement, travail obligatoire. Ah oui, parce que ça, en fait, c'est le grand retour du capital. Ah, parce qu'ils ne sont pas allés savoir comme ça, les mecs. Bon, pendant 25 ans, ils n'ont rien dit, et puis tout d'un coup, ils ont trouvé un truc, la mondialisation. Donc eux, ils ont ouvert les frontières, ils ont fait circuler le capital d'un pays à l'autre et tout ça. Ils se sont dit, voilà, ça c'est des choses mobiles. Les biens, les marchandises, les capitaux, ça bouge. Un humain, c'est un peu plus de mal, il faut quitter sa famille, il faut se déplacer, il faut aller à des endroits qu'on ne connaît pas, tout ça. L'humain, ça bouge pas trop. Remarque, le reste, on peut le bouger. Donc on ouvre les frontières à fond et on les met en concurrence entre eux. Voilà. Et ça, c'est le dumping social. Et donc en fait, ça commence comme ça, et puis ça finit par, l'état social, finalement, ça coûte trop cher. Puisque finalement, le capital décide où est-ce qu'il va investir. La France, merde, il y a des cotisations sociales, des impôts, tout ça. La Chine, il y a moins d'impôts, il n'y a pas de cotisations sociales, voilà. Ah, c'est le paradis, c'est le Pérou. Sauf pour le salarié, mais ça... Donc voilà, et donc en fait, eux, ils ont pris cette porte d'entrée et puis ils se sont engouffrés dedans.
Et puis peu à peu, ils ont commencé à détruire l'état social et tout ça. Et donc le RSA, en fait, c'est une manière supplémentaire d'attaquer un peu plus le statut de salarié, voilà, le truc là, voilà. Le code du travail, on va le détourner, on va les faire travailler un peu gratuit là, pour leur apprendre à se pauvre, à être pauvre, voilà. C'est un peu le retour des tâcherons, quoi. Un mec, Et RSA, c'est un drôle de mot. Bon, RMI, ça faisait Mimi. RSA, ça fait rasoir, revenu de solidarité active. Je comprends pas. Solidarité. Mais alors, il n'y a pas de solution. Si, il y aura une solution. Ça pourrait être, par exemple, d'empêcher les capitaux de circuler trop vite, d'éviter ce processus spéculatif qui fait que on va investir là parce que c'est 10%, là parce que c'est 15%, et puis non, là comme ça rapporte beaucoup, on va retirer là, et puis hop. Donc voilà, ce serait mettre un peu de barrière à tout ça, réglementer, tout ça, mais ce serait un peu long, il faut écrire, ça va encore faire des dictionnaires de réglementation et tout ça, c'est un peu compliqué, il faut du volontarisme, il y a ça. Il y a possiblement remettre des frontières, des taxes aux frontières pour éviter qu'on produise à perpète quelque chose qu'on sait faire à la maison, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a quelques solutions comme ça, et puis après, il y a aussi des solutions un peu plus de bon sens. Bon, voilà, disons qu'on a une masse de travail disponible en France, si on la partageait entre nous, en réduisant un peu le temps de travail, il y aura plus de gens occupés, quoi. Mais bon, comme vous l'avez compris, c'est pas trop dans l'air du temps. En ce moment, on est plutôt occupé à courir derrière le financier que derrière les acquis sociaux. Aussi d'ailleurs, ils parlent aussi. Eh ben alors. Tout à l'heure, j'ai vu notre collègue en CAE qui est en EMTPR là, à la BD, et bien en ASLA, elle a vu un DE qui cherche une formation. Et en fait, il voudrait savoir si tu pourrais pas lui proposer un rendez-vous soit en SMP tel ou en SMP physique. J'ai pas de rendez-vous, c'est pas possible, donc il faut que j'aille voir mon REP. Elle n'est pas là, ça ne fonctionne pas, donc il faut que j'aille voir mon RAP ou mon DAL adjoint. Donc pour savoir s'il est possible d'ouvrir une plage dans notre rendez-vous, dans notre planning en fait, donc pour que je puisse recevoir cette personne. Mais tu veux que je regarde dans Cerise ou Rosace, voir si quelque chose peut lui correspondre? Je pense peut-être plutôt à un POPS. Ah oui, il faut que je demande à Léos. D'accord. Dis-moi, tu as bien vérifié qu'elle est parcourisée en PACC? Ah non, zut, elle est en R segment 1. Parce que je pense aussi que c'est plutôt un profil pli. Ah non, pli, non, quand même pas. Non, ça va être un cible module 1 ou 2. D'accord. Alors, il faudra lui penser aussi à demander le formulaire A2F ou AREF, voire une FPR ou une POE. C'est là une entreprise qui veut bien la recruter. Oui, enfin, pourvu en tout cas qu'elle ne trouve pas sa formation à plus de 30 km de chez elle, parce que j'ai pas envie de mettre en place une ZAFAF. Ouais, on peut mettre aussi en place une AGPI. Mais non, elle n'a pas d'enfant. Bon, je résume. Ça, c'est un dialogue normal en l'agence. Donc, nous avons une collègue, une future collègue CAE qui est actuellement en MTPR, qui s'occupe du SARC. Elle reçoit une DE qui souhaite faire une formation. Donc, je suis obligée d'aller voir mon REP, mon RAP ou mon DAL adjoint pour avoir une possibilité de rencontrer cette personne, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut lui proposer un rendez-vous soit sur Rosace, soit sur Cerise, soit sur RDVA pour un POPS, vérifier qu'elle est bien RACC, pour pouvoir aussi peut-être lui proposer un cible 1-2 ou en P. Donc voilà, et lui faire penser qu'elle doit demander la 2F ou la REF pour son allocation et voir s'il y a besoin de mettre en place une DAFAF ou une AGPI. Vous avez tout compris, j'espère. Et le pire dans cette histoire, c'est que ces cibles-là, ils changent tous les 6 mois. D'ici 15 jours, on repart de nouveau à zéro. Eh bien, on a chacun une petite stratégie au quotidien pour mettre une grain de sable dans le système. Par exemple, l'autre jour, je me suis fait un peu remonter les bretelles parce que j'avais une offre d'emploi
où il n'y avait pas de candidat proposé, pas de mise en relation, on dit depuis une semaine sur cette offre. Et pour moi, c'était convenu avec l'employeur, donc c'était normal. Et bah, chez le public, on dit non, 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 il faut mettre un nom, il faut mettre un nom, sinon les statistiques, ça ne va pas. Oh, tu veux mettre un nom? D'accord. Alors, prénom, nom de famille, fais semblant. Alors, moi pour résister, eh bien, on a de temps en temps, je passe à la plateforme téléphonique, le 3949, et puis cette plateforme téléphonique, on est censé aller très vite, quoi. Il faut faire des entretiens très très courts, et c'est surtout de l'aiguillage et envoyer des messages à un conseiller par mail. Alors moi pour résister, ce que je fais, c'est que je fais des entretiens longs. Je discute sur le projet professionnel des personnes, et les entretiens sont beaucoup plus longs. Alors moi, pour résister, je donne à tous les demandeurs d'emploi que je rencontre le nom du site recours-radiation.fr pour qu'ils se renseignent sur tous les actes illégaux, toutes les sanctions illégales dont ils pourraient faire l'objet de la part de Pôle emploi, ainsi que la façon dont il peut y répondre. Ça veut dire quoi? Que Pôle emploi fait des radiations illégales? Oui, par exemple, quand on appelle un demandeur d'emploi au téléphone et qu'on lui donne un rendez-vous au téléphone, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Je confirme. Voilà. Normalement, si la personne n'est pas là et ne répond pas au téléphone, c'est à Pôle emploi de faire la preuve que ce coup de fil a bien été passé. Or, là, actuellement, dans la plupart des agences, si la personne n'est pas là, il reçoit un avertissement avant radiation. Et si le motif n'est pas jugé, le motif d'absence n'est pas jugé valable, elle se retrouve radiée. Alors, le problème dans ces SMP téléphoniques, parce que ça s'appelle comme ça, c'est que quand on appelle un demandeur d'emploi, c'est un appel masqué. Donc, vous ne savez pas que c'est Pôle emploi qui vous appelle. Donc, et comme on sait que c'est illégal aussi, qu'il y ait une radiation suite à un contact téléphonique. Donc moi, pour résister, quand je n'arrive pas à voir quelqu'un au téléphone, je saisis tout de même un entretien de régulation pour que l'avis de radiation ne parte pas. Ça s'appelle l'entretien fictif. Ah non, Si. non, j'ai essayé de vous contacter par Non, il y téléphone. avait les emplois fictifs, maintenant c'est... D'accord, entretien. Alors, moi je travaille dans une agence spécialisée pour les professionnels du spectacle. Et il y a quelques années, on nous a fait des travaux et une belle agence toute propre, toute neuve. Et interdiction de mettre des affiches autres que les choses officielles. Et pour nous, c'est important. Donc, on a commencé à mettre à droite, à gauche, une ou deux affiches de spectacle. Et notre hiérarchie passait derrière. Comment vous avez osé mettre une affiche? Ils arrachaient et fichaient la poubelle. Et t'arrachais une affiche, demain il y en a deux. Le lendemain ils passaient, ils arrachaient deux affiches. Et bien pour chaque affiche arrachée, après il y avait 3 affiches. On l'a utilisé comme colleuse d'affiches. Alors moi pour résister, j'ai une stratégie bien particulière. Je suis dans une agence spécialisée pour la création d'entreprise. On nous oblige à convoquer 7 personnes sur une plage de 4 heures. Vous vous rendez compte, 7 personnes. Faire le point sur un projet de création d'entreprise, c'est absolument impossible si on veut bien faire son travail. Alors moi ce que je fais, discrètement je passe plusieurs coups de fil à 2 ou 3 personnes et dans la mesure du possible je les oriente vers une prestation d'accompagnement. Je suis sûr qu'au moins pendant 3 mois, ils auront des entretiens réguliers et moi après j'ai plus de temps pour recevoir les autres personnes, je peux avoir 3 quarts d'heure, 1 heure et en 3 quarts d'heure, 1 heure on peut vraiment faire le point. Ça c'est une bonne méthode pour résister parce que si on suit leur logique du chiffre, eh bien, il faut bâcler l'entretien en 35 minutes, et ça, c'est impossible pour moi. Résister, ils sont marrants, résister, c'est pas si facile que ça. Résister, moi, tout ce que j'ai trouvé pour résister. Je suis allé chez le médecin, il m'a donné des tranquillisants, comme ça je tiens mieux. Non, mais eux, alors, j'ai trouvé un besoin. Il y a quelque chose, j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à traduire, fait une sorte de résistance comme ça. Chaque fois que j'entends Pôle emploi, j'entends toujours ANPE. Je sais pas pourquoi, mais ça reste comme ça. Je sais pas, mais c'est comme ça. Je résiste, j'arrive pas à dire merci. Alors moi, pour résister, je prends le temps d'aider un demandeur d'emploi qui en a besoin à rédiger sa lettre de motivation. En fait,
quand on reçoit quelqu'un, on a tellement peu de temps et en plus on est tellement conditionné à l'envoyer plutôt vers des prestataires pour qu'ils fassent son CV, sa lettre de motivation, etc., que c'est rare qu'on s'autorise à prendre ce temps-là. Et ça devient, c'est triste à dire, un acte de résistance que de le faire. Alors, moi, pour résister, je donne mon email professionnel aux personnes que j'accompagne. Parce qu'en fait, c'est le seul moyen aujourd'hui pour entrer en contact directement avec un conseiller Pôle emploi. Donc, petit à petit, donc, le téléphone, le standard a disparu. Ensuite, on a fermé des agences. Un certain nombre de pôles emploi sont fermés au public, il faut le savoir. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. On vous a expliqué qu'aussi que tout ce qui était courrier, ça partait en dehors de l'agence, pour peut-être y revenir par la suite, on ne sait pas. Et donc aujourd'hui, le seul moyen qui reste pour contacter un conseiller, c'est son email personnel. Alors là, on vous a parlé de résistance individuelle. Et il y a certaines résistances individuelles qui peuvent mener à des résistances collectives. Et ça a été le cas il n'y a pas si longtemps avec Isabelle de Léon, qui est une collègue de Midi-Pyrénées, qui a écrit un courrier au directeur général pour lui annoncer qu'elle refusait d'appliquer l'entretien d'inscription diagnostique, car elle pensait que c'était une dégradation inacceptable du service rendu à l'usager. Alors Isabelle a d'abord eu un blâme dans sa région d'origine, Midi-Pyrénées, et comme ça ne suffisait pas, elle a été convoquée en conseil de discipline sur Paris. L'établissement avait très probablement pour intention de la licencier. Alors nous, au SNU, on s'est mobilisés. On a décidé d'écrire nous aussi notre solidarité, par solidarité, notre intention de ne pas pratiquer le ID nous non plus. Et puis, le jour du conseil de discipline, nous nous sommes rassemblés sous les fenêtres de l'endroit où ça avait lieu et nous avons fait autant de bruit que possible pour manifester notre solidarité. Ça a dû avoir quand même son effet. Isabelle de Léon a été mutée d'office et elle a décidé d'accepter cette sanction de façon à pouvoir continuer à lutter de l'intérieur. Moi, pour résister, je me suis syndiquée. Donc, pour résister en collectif. Donc, puisqu'en agence, on n'a plus le temps de discuter. Ça devient difficile de rencontrer des collègues, de pouvoir discuter, d'échanger sur le travail. Et donc aujourd'hui, c'est dans le syndicat que je trouve cet espace de parole et d'échange. Aussi pour avoir de l'information, parce que malheureusement en agence, on n'a plus d'information sur ce qui se passe. Donc voilà, ça me permet aussi de récupérer un certain nombre d'informations, de la diffuser à mes collègues. Et nous, dans mon agence, pour résister collectivement, on est solidaires des demandeurs d'emploi qu'on reçoit. Par exemple, on a été envahi par un collectif d'AC, intermittents du spectacle, etc. Et on s'est installé dans le hall pour discuter et ça se passait très bien jusqu'au moment où la direction a appelé les CRS pour évacuer l'agence. Alors pour résister, on peut le faire aussi à travers le syndicat. Parce que Pôle emploi est probablement le seul organisme en France, la seule entreprise en France, qui va se passer des instances représentatives. C'est-à-dire quand dans une entreprise en France, il y a implantation de nouveaux locaux ou modernisation des locaux, eh bien on doit passer par le comité d'entreprise ou le SRHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène et de sécurité. Et à Pôle emploi, on ne le fait pas. Alors nous, on a assigné Pôle emploi en justice, et ce qui fait que Pôle emploi paye régulièrement des amendes, parce qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Voilà, ça c'est une forme de résistance aussi collective. Alors moi pour résister, je vais juste citer une des dernières luttes collectives victorieuses. C'est le CPE, ça paraît loin. Hein. C'est la lutte contre le CPE et le CNE. Bon, le CNE, on n'a pas gagné, mais la justice a gagné quand même au final. Il a été supprimé par voie de justice. Mais voilà, c'était quand même un mouvement contre la précarité qui cherchait quand même à s'opposer aux politiques de destruction du contrat de travail, notamment pour les plus jeunes et puis aussi pour les petites entreprises. Donc voilà, quoi, une lutte intergénérationnelle qui a réussi.
intergénérationnel. Il ne faut pas se laisser condamner à défaire des chignons de bronze. Je veux dire, une façon de faire quelque chose, c'est d'être là, avec nos camarades, ou ici présents, sur cette scène des Lumières, et d'essayer de faire quelque chose qui s'appelle spectacle, conférence, gesticuler. Je m'appelle Sylvie Locher. Quand j'étais enfant, je pratiquais la gymnastique aux agrès, c'est-à-dire la poutre, le sol, les barres asymétriques et le saut de cheval. J'y ai acquis la capacité de mobiliser mon énergie et aussi une certaine souplesse à la fois mentale et physique. Vous allez me dire, cette souplesse pourrait me servir aujourd'hui à m'adapter à mes conditions de travail. Le problème, c'est que ça n'aurait pas été gymnaste qu'il aurait fallu que je sois, mais contorsionniste, parce que vu le peu de place que Pôle emploi nous laisse, cette place est si étriquée qu'il faut vraiment se recroqueviller pour y rentrer. Je m'appelle Marie-Pierre Bouly. Alors, c'est pas la première fois que je monte sur scène. La dernière fois, je crois que j'avais 5 ans. Quand même. Et j'ai été inscrite dans une école qui s'appelait l'Art par la joie, et où j'apprenais le pipeau. Et je détestais le pipeau, en fait. Et donc, je jouais faux, forcément, parce que je n'avais pas envie d'apprendre le pipeau, on n'arrivait pas à me faire apprendre le pipeau, mais en fin d'année, chaque fin d'année, on donnait un spectacle pour les parents, pour les familles, et on avait donc un concert sur scène, et donc je montais sur scène. Mais comme je jouais faux, donc la professeure me mettait un morceau de scotch sur le pipeau pour qu'on n'entende pas. Et je me laissais pas faire déjà à cette époque, puisque je descendais dans l'orchestre pour aller voir les gens, et je montrais mon pipeau à tout le monde. Regardez, vous avez vu mon morceau de scotch? Voilà, on ne m'entend pas, c'est normal. Et aujourd'hui, je fais la même chose. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on travaille c'est du pipeau quelque part. Voilà, mais aussi je n'ai pas envie de me laisser faire et j'ai envie de dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Donc je m'appelle Aline Chapira et vous avez compris, j'ai pas du tout envie d'être la cuillère qui met dans le moule. Sinon, je vais vous raconter une anecdote. Donc, c'était mes débuts professionnels bien avant la NPE. J'ai travaillé dans le paramédical et j'ai fait un remplacement une fois dans un hôpital. J'étais auxiliaire de diététicienne et je devais, avec d'autres, préparer les plateaux repas à la chaîne. Et donc, parce que j'avais un diplôme, on m'a dit, eh ben, tu t'installes sur le siège assis debout. Ah, déjà. Assis debout. Ouais, et je me suis évidemment cassé la figure tout de suite, mais bon, enfin bon, bref. Et donc, je devais surveiller la chaîne alimentaire et mettre la touche finale avec le dernier petit biscuit. Mais je ne peux pas faire ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah, si, tu as le diplôme, tu t'installes. Évidemment, au bout de 2 minutes, c'était inutilisable, tout était sans dessus-dessous et tout ça. Donc elles ne se sont pas démontées, les filles avec qui je travaillais, elles m'ont dit bon d'accord, je vous avais prévenu. Ok, bon tu te mets au milieu, tu vas mettre des frites par exemple, en fonction de ce qu'a commandé le patient. Et la plus ancienne va se mettre à la chaîne, en tête de chaîne pour diriger tout ça. Et pareil, au bout de 2 minutes, c'était le bazar. On aurait dit Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et en plus, je faisais même pas exprès, parce que si j'avais voulu faire exprès, je n'aurais jamais réussi à mettre une baguette pareil. C'était, voilà, sans dessus-dessous. Mais pour moi, c'était un vrai choc, parce que c'était une petite jeune qui démarre dans la vie active, mais parce qu'elle a un malheureux diplôme. C'est elle qui doit donner des ordres et superviser des filles qui font ça depuis 15 ans, et je trouvais ça absolument pas normal. Alors, je m'appelle Jacques Rousselin et à une époque de ma vie, j'ai pas mal voyagé.
Et je me souviens, j'ai eu une expérience extraordinaire pour moi. J'ai fait la traversée de l'Atlantique en voilier. Et à un moment, je me suis retrouvé à barrer un voilier par une nuit de pleine lune. Et bon, il y avait une impression d'immensité, c'était extraordinaire. Et on est poussé par les éléments, par le vent, et il y a un calme absolu. Et il y avait même les dauphins qui accompagnaient le bateau en faisant des sifflements, c'était extraordinaire, quoi. Et alors, justement, à notre époque maintenant, ce dont on manque le plus, c'est de poésie, c'est des moments comme ça, justement, d'immensité, d'intensité. Et alors, justement, il faudrait, avec cette conférence gesticulée, on a bien dénoncé tout ce qui se passe à Pôle emploi. C'est un constat un petit peu négatif, peut-être un peu amer. Et il faudrait qu'on pense aussi que le modèle économique dans lequel qu'on nous impose à l'heure actuelle n'est pas unique. Donc c'est pas une fatalité ce qui se passe. Hein. Et aussi, quand je traversais l'Atlantique comme ça, je me rendais compte de la beauté de la planète. Et ben on pourrait changer de modèle économique et penser davantage, partager le travail, penser davantage les uns aux autres, et puis aussi penser à l'écologie. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle... Enfin bonsoir. Moi je m'appelle Clément, et donc j'espère bien que tous ensemble on arrivera à lutter plus pour gagner plus. Oui, je m'appelle François de la Roche. J'aime bien, tu as raison Jacques, de dire que la mer c'est important. Nager avec des palmes le long des côtes pendant 1 heure ou 2, c'est pas mal. Bon, mais c'est intéressant parce qu'on a une vision des choses. Mais ce qui est bien, c'est aussi la guitare, les accords, s'accorder, entendre quelque chose, faire quelque chose avec les mains, le matin ou le soir, ça vaut largement médicament. Si nous chanter, c'est encore pas mal, chanter à la guitare, les Beatles ou autre. Mal à naviguer, ohé, 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 Pôle emploi qui drague pas bien grand, ohé, ohé, Pôle emploi, attention iceberg devant toi, au bout de
presque 3 années, au bout de presque 3 années, les conseillers, 20 retards manqués, les conseillers, 20 retards manqués, ohé, ohé, Avec nous. ohé, ohé, Pôle emploi qui vogue va bien droit, ohé, ohé, Pôle emploi, attention iceberg devant toi. Iceberg. Si on ne veut pas se noyer, si on ne veut pas se noyer, on devrait tous se mutiner, on devrait tous se mutiner, ohé, 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 Pôle emploi qui vogue pas bien droit, ohé, ohé, Pôle emploi, attention iceberg devant toi. Pour vous dire que pour ceux qui le souhaitent, donc on peut se retrouver autour d'un verre au niveau du bar. Voilà. On va discuter. Qui avait du mal à naviguer, qui avait du mal à naviguer, ohé, 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 Pôle emploi qui vogue pas bien droit, ohé, ohé, Pôle emploi, attention iceberg devant toi. Au bout de presque 3 années, au bout de presque 3 années, les conseillers, 20 retards manqués, les conseillers, 20 retards manqués, ohé, ohé, Avec nous. ohé, ohé, Pôle emploi qui vogue va bien droit, ohé, ohé, Pôle emploi, attention iceberg devant toi. Iceberg.